Et notamment la presse, Natacha, qui nous parle encore des fichiers S. Et oui, des fichiers S avec le Figaro qui publie ce sondage. 59% des Français estiment que Laurent Wauquiez a eu tort de polémiquer. Sauf que, à côté, on leur demande, mais alors vous pensez quoi de telle ou telle proposition? Et là, 83% des Français sont favorables au renvoi des fichiers S étrangers. 88% sont pour l'interdiction du salafisme. Alors Guillaume Tabar écrit, c'est une leçon pour le président des Républicains. Car il ne suffit pas d'épouser les attentes de l'opinion pour remporter la palme de la crédibilité. Mais il faut savoir le faire, quoi. Voilà, et au bon moment. Oui. Mais le son vaut aussi pour le gouvernement. Car c'est à lui que s'adressent les attentes des citoyens. En réfutant chacune des propositions testées dans notre sondage, écrit Guillaume Tabar, en invoquant le respect et les limites de l'état de droit, en insistant sur la seule mise en œuvre des dispositifs déjà votés ou mis en place, l'équipe macroniste a laissé s'installer l'impression qu'il n'y avait rien de plus à faire que ce qui a déjà été fait. Alors, il y a un autre article très intéressant à lire ce matin. Il est sur le site Causeur. Il est signé Ingrid Riocreux, qui est une agrégée de français qui s'intéresse au langage des médias. Et cet article est très intéressant parce qu'il nous parle à nous, journalistes. Il est intitulé « Terrorisme, le faux problème du passage à l'acte ». En fait, Ingrid Riocreux s'interroge sur notre prisme journalistique qui a été de s'interroger, de se poser la question, mais alors comment est-ce qu'on passe à l'acte? Pourquoi? À quel moment? Et elle trouve que c'est certes pas du tout dénué d'intérêt, mais que ça risque de nous convaincre que toute la solution réside dans l'anticipation et l'empêchement de ce passage à l'acte. Ça signifie, nous dit-elle, que la même idéologie qui a poussé le terroriste à cet acte, pour peu qu'elle s'impose sans violence, ne rencontrera aucune résistance. Elle rappelle d'ailleurs que Emmanuel Macron a évoqué à propos d'Arnaud Beltrame l'idée que ce n'est pas l'impulsion d'un instant qui l'a poussé, c'était dans son discours. Il a été préparé par toute sa vie, par un parcours personnel et une adhésion profonde et totale à certains principes. Ingrid Riocreux nous dit, bah oui, mais c'est pareil pour Radouane Lagdim. Oui, dans un autre sens, évidemment. Les journaux, Natacha, s'intéressent également au mouvement dans les universités. C'est vrai que ça commence à bouillonner un peu, cette histoire. Hein. Oui, ça bouillonne un peu toujours sous la même forme. Alors Libération parle d'ailleurs de luttes inégales, puisqu'il y a une douzaine de facultés qui sont touchées par ces mouvements, mais avec des motivations très diverses. Alors il y a bien sûr la loi orientation et réussite des étudiants, mais à Grenoble, par exemple, on se mobilise plutôt pour les migrants. À Paris 8, on parle de convergence des luttes. Alors ça, c'est le grand mythe. Et on a, à Paris 1, décrété la commune libre de Tolbiac. Ah oui, non, mais ils se rejouent non seulement mai 68, mais la commune, ces jeunes gens. Alors dans le Parisien nous offre une plongée au cœur d'une fac sous tension, c'est justement Tolbiac. Et là, il y a une jeune fille qui dit évidemment à ces jeunes étudiants bloqueurs, vous êtes 1000 alors que nous sommes 40 000 à Paris 1, vous ne représentez pas la majorité et vous prenez des décisions qui touchent tout le monde. Un grand classique dans les facs. Hein. Grand classique, même tonalité dans le Figaro qui parle de parodie de démocratie et de jeunes gens là aussi qui commencent à trouver que ça suffit. On nous a dit que ce n'est pas un endroit de discussion mais de lutte, les âgés. Et en effet, qui a vécu une âgée dans une université sait qu'en général, la discussion est dans un seul sens. L'université, dit un autre, risque de valider les semestres de tous les étudiants. Notre diplôme ne vaudra plus rien. Et un autre encore, une zone de non-droit est en train de se créer à Tolbiac. Le modèle de société dont les bloqueurs rêvent est celui de Notre-Dame-des-Landes, tout en utilisant les ressources et le matériel des facs. Alors dans l'opinion, surtout, on nous parle aussi du cœur du problème, parce qu'en fait, là, quand même, la revendication principale, c'est autour de Parcoursup, de ce programme d'orientation des jeunes lycéens qui vont arriver à l'université. Et là, la mise en place rapide pose tout de même, il faut le reconnaître, des problèmes. Un professeur d'université explique que tout ça va être à la charge des professeurs qui vont devoir évaluer les différents candidats. Et ils disent ici, vous avez une minorité de collègues qui sont de toute façon opposés à la sélection et ne veulent pas entendre parler de Parcoursup. Une autre motivée, mais qui fait le travail pour rien, parce qu'une majorité de candidats en fait ne souhaitent pas en réalité intégrer la formation. Ça fait partie des 10 vœux qu'ils ont mis. Et une majorité de professeurs qui a décidé de ne rien faire. Alors il faut quand même qu'ils se préparent, ces jeunes gens, parce qu'après le monde du travail, la vie, ce sont des jungles. Et oui, ce sont des jungles et c'est Libération qui nous le dit en une. Salariés, clients, je note, tu notes, nous trinquons. Oui. Ça se multiplie, les questionnaires de satisfaction remplis par des clients, mais utilisés par les entreprises comme outil managérial. Et ça ne touche pas que les chauffeurs de VTC que vous pouvez croiser et à qui vous attribuez des étoiles sans savoir à quoi ça correspond. C'est d'une subjectivité totale. C'est différent suivant les entreprises.
entreprise, puisque certains considèrent que 8 est une bonne note, d'autres que 8 est catastrophique et vous harcèlent pour savoir pourquoi vous avez donné seulement 8. Alors le philosophe Roger-Paul Droit explique: le quantitatif remplace et annule les autres formes de jugement qui énoncent des qualités. Les raisons d'une telle frénésie, nous dit-il, sont à rechercher du côté du pouvoir rassurant et simplificateur des chiffres. Le monde devient plus facile et plus manipulable, mais il est surtout plus pauvre. S'il n'y avait qu'un seul article à retenir ce matin, Natacha, ce serait lequel? Il est édifiant, il est dans l'Humanité. Campagne de coupe d'arbres. Elle a été commandée, cette campagne, par le conseil départemental de Corrèze. Pascal Coste, les Républicains, a envoyé à l'automne, aux propriétaires de parcelles qui longent les routes de Corrèze, un ordre d'élagage rapide pour permettre le déploiement de la fibre optique. Sauf que, alors ils avaient jusqu'à fin février et ensuite exécution d'office avec frais à la charge des propriétaires. Donc l'idée, c'est qu'aucune branche ne doit dépasser sur la route. Vous imaginez ce que c'est? Vous connaissez les routes françaises avec les platanes. Et puis évidemment, aucun distinguo entre les arbres remarquables et les arbres communs. Les entreprises là-bas demandent au moins 150 € les 100 mètres. Donc les gens qui ont des parcelles un peu grandes, c'est une catastrophe pour eux, donc par peur, certains arrachent tout. Alors les opposants demandent qu'on autorise quand même une voûte de 7-8 mètres de hauteur, parce que là c'est un massacre. Les photos, allez vous promener un peu sur Internet, sont édifiantes, c'est monstrueux. Alors ça m'a rappelé une lettre absolument magnifique de Georges Pompidou à Jacques Chaban-Delmas, parlant des platanes, justement. Je vous en lis 2-3 phrases. Mon cher Premier ministre, j'ai eu par le plus grand des hasards communication d'une circulaire du ministre de l'Équipement, dont je vous fais parvenir photocopie. Cette circulaire, présentée comme un projet, a été communiquée. Il s'agit de faire arracher les platanes au bord des routes à cause de la sécurité routière. Elle appelle de ma part 2 réflexions. La première, c'est qu'alors que le Conseil des ministres est parfois saisi de questions mineures, telles que l'augmentation d'une indemnité versée à quelques fonctionnaires, des décisions importantes sont prises par les services centraux d'un ministère en dehors de tout contrôle gouvernemental. Donc il reconnaît qu'il n'a aucun pouvoir, que lui-même s'y est opposé, et il dit: l'abattage des arbres le long des routes deviendra systématique sous prétexte de sécurité. Il y a là, quand il s'agit de poteaux, on ne les enlève pas parce que des administrations sont là pour se défendre. Les arbres, eux, non, d'autres défenseurs que moi-même, et il apparaît que cela ne compte pas. La lettre est sublime, il parle de la beauté des routes. C'était il y a combien de temps ? Qui fait la grandeur de la France. C'était en 1970. Voilà. Visiblement, certains n'ont toujours pas compris que la beauté des arbres au bord des routes fait partie de ce qui fait que des gens ont envie, 80 millions de touristes par an ont envie de venir en France. 50 ans plus tard, les choses ne changent pas manifestement. Merci beaucoup, Natacha.